savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut Alexandre. On va débuter avec la une Journal de Montréal ce matin. Une nouvelle, on en a souvent parlé ensemble, on l'attendait tous. Quand la fausse avocate de TikTok, Mégane Lalonde, allait se faire passer les menottes. Ben, c'est arrivé hier, mardi après-midi, à Blainville, par la police de Blainville qui l'a arrêtée. Mégane Lalonde, 24 ans, faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pour pas s'être présentée au tribunal le 8 juillet dernier. C'est pas la première fois qu'elle se présentait pas au tribunal quand elle a été arrêtée. Puis on se rappelle que la jeune femme, elle offrait des services comme se disant comme une prétendue avocate sur TikTok ou la plateforme Instagram. Puis en avril dernier, le barreau du Québec avait ouvert une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes des clients qu'elle aurait fraudés. Donc, ce qu'elle faisait, le même stratagème, elle offrait ses services, elle exigeait un dépôt à ses clients avant de disparaître sans jamais offrir le service promis. Puis pour arriver à duper ses clients, Mme Lalonde modifiait son corps, son visage. Vous avez probablement vu passer cette photo-là souvent, le avant-après, sur Internet. Ouais. On va vous le montrer pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Donc, le fameux là, avant-après, où elle se ressemble, disons-le, vraiment pas pantoute. C'est vraiment une photo là, créée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Écoute, elle a vraiment réussi à changer son apparence. Pas à peu près, c'est pas du tout la même femme. On l'a vu hier là, sur les photos d'arrestation aussi. Puis elle aurait fraudé pour plusieurs milliers de dollars à plusieurs personnes sur Internet. Puis pendant plusieurs mois, elle refusait de s'identifier sous son vrai nom, en niant s'appeler Mégane Lalonde. Puis récemment, là, elle a confirmé ne faire qu'un avec son alter ego numérique. Ben oui, elle a fait sa grande révélation. Je sors du placard ce que vous saviez déjà tous comme étant vrai et Elle s'est vrai. excusée aussi. Ouais. Elle s'excuse, mais elle continue. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'elle a été prise dans une affaire de fraude. Puis elle a seulement 24 ans. C'est complètement fou. Allez voir aussi dans l'article du Journal de Montréal ce matin, on parle de sa longue feuille de route. C'est pas la première fois, puis elle doit encore de l'argent à plusieurs personnes. À son vétérinaire, environ 1 500 $. À un ancien propriétaire, elle doit environ 20 000 $. Elle avait ravagé son logement. C'est pas la première fois, puis elle est recherchée par plusieurs personnes. Hein? Mais c'est quelque chose. Puis là, ça m'amène à ma prochaine question. Comment ça se fait qu'au Québec, on donne juste des tapes ses doigts aux fraudeurs? Est-ce qu'on envoie le message que la fraude, c'est pas un crime qui est grave? Parce que là, on a des cas qui reviennent encore dans l'espace public de fraudeurs invétérés. Des fraudeurs là, qui vont recommencer toute leur vie. C'est dans leur ADN, c'est dans leur identité. Pour de vrai, on dirait, là, puis pour certaines personnes, c'est une deuxième nature. Ah, ça a marché une fois, ça va remarcher encore, puis ça va remarcher encore, puis ça va remarcher encore. Quand tu te sais autant recherché que Madame Mégane Lalonde, là, hey, tu tiens fesses serrées, tu fais attention. Elle continue là, de publier ses réseaux sociaux à grandeur de journée. Elle continue à essayer de frauder le plus de monde qu'elle peut constamment en disant... Elle était recherchée. Puis elle continue à publier des TikTok. Ça, c'était complètement incroyable. Puis après ça, on va faire quoi? On va l'amener devant un tribunal puis on va croire à sa bonne foi. Ah, je m'excuse, vous saviez, je voulais vraiment pas faire ça. Je suis repentante. S'il vous plaît, monsieur le juge, m'envoyez pas en prison. Ça, pour vrai... Elle est reconnue coupable, là, je rappelle, des dossiers de fraude. Beauce, Shawinigan, Joliette, Gatineau, propriétaire à qui elle doit 20 000 $, vétérinaire à qui elle doit 1 500 $. Puis qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? À chaque fois, elle a juste des amendes. Si tu continues à donner des tapes ses doigts à cette femme-là, elle se dit « Ah, je gagne plus d'argent à frauder que j'en parle dans mes amendes. Fait que je vais recommencer. » Elle refait la même affaire tout le temps. Quand est-ce qu'on allume que si on met pas des bâtons dans les roues d'une femme comme ça, d'une fraudeuse comme ça, elle va recommencer? Hier, à l'épisode, on reparlait de ce dossier-là. Là. Mario Brousseau, 62 ans. Là, lui, il n'a pas 24 ans, 62. Feuille de route longue comme le bras. Longue? Tu dis longue? Hein? 2005, arrêté pour agression sexuelle. Projet d'enquête pour démanteler des piqueries, 2009. Hein? Stupéfiant, trafic. Après ça, là, se fait donner la mention de plaideur quérulant devant le tribunal. Ça veut dire qu'il emmène des requêtes puis des demandes puis qu'il poursuit tout le monde pour absolument aucune raison. Fraude fiscale en 2012. Après ça, devant la cour avec le barreau. Pourquoi? Il faisait semblant de donner des conseils juridiques en 2021. C'est pas vrai, il peut pas faire ça comme Mégane Lalonde. Après ça, se ramasse en 2024. Non seulement il se met à frauder une aînée de 92 ans, l'amène chez le notaire, lui vole de l'argent, lui fait forcer à vendre son condo 1 piastre. Il achète son condo 1 piastre. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus de ça, devant le tribunal pour une autre affaire, laquelle? Volait pour 200 000 $ d'électricité. Lui avec son fils,
C'est de père en fils, cette business-là de fraude puis de crossage. De brousseau en brousseau. De brousseau en brousseau, crosser le Québec. Une affaire incroyable. familiale. Pour vrai, c'est débile. Puis là, ces personnes-là, lui, comment ça se fait? Comment il peut être dans la nature en train de frauder autant? On le sait ce qu'il fait. Il a fait ça toute sa vie. Comment ça se fait qu'on laisse des gens comme ça sortir avec des tapes ses doigts? Ça me fascine. Ça me fascine. Puis là, c'est un autre dossier qui sort ce matin dans la presse. Là. Je sors du coq à l'âne, mais c'est tous des dossiers de fraude. Nicole Sauvé, ancienne notaire. Le couple de ses meilleurs amis décède. C'est elle qui est liquidatrice testamentaire. Je veux dire, c'est une notaire, c'est leur meilleure amie. Ils font confiance. Elle vole pour au-dessus de 600 000 $ dans la succession des gens qui étaient ses meilleurs amis. Et le juge dit une affaire, il dit « C'est plate, j'ai les mains liées, je peux pas donner une sentence plus sévère. 2 ans moins 1 jour à purger à domicile. » Puis il dit « C'est plate. » Il dit « Je veux vraiment donner plus. La loi me laisse pas. » Pensez-y, là, 2 ans à domicile, tu ruines la succession d'une famille, tu trahis la confiance de tes meilleurs amis, tu trahis ton emploi, ton métier, puis c'est pas grave, la fraude, c'est pas si grave Mais que t'as ça. raison, 2 ans à parce maison. qu'on en voit de plus en plus des histoires de fraude. Ça défraye les manchettes, puis avec les réseaux sociaux, c'est la facilité, comment tout le monde, on est rendu, on a nos comptes de banque numériques sur nos téléphones, nos ordinateurs. Il va en avoir de plus en plus. Puis t'as un bon point, tu sais, il y a presque pas de conséquences, puis il y en a de plus en plus. Combien de dossiers de fraude on a par semaine dans les médias québécois? Je serais curieuse de le savoir. Mais il y en a au moins une bonne dizaine, je suis certaine. Je vais te dire quelque chose de controversé, Florence. Es-tu prête? Je suis prête. Quand il n'y a aucune conséquence, je sais qu'on peut essayer de se reposer sur la bonne foi des êtres humains, puis qu'on peut se dire, oui, mais tous ensemble, nous respecterons les règles, n'est-ce pas? Non. Quand il n'y a pas de conséquences, ben tout le monde le fait. Avant, là, fumer du cannabis avant que ce soit légalisé, là, y a-tu une police qui a arrêté quelqu'un pour ça? Non. Fait que tout le monde le faisait. Pas pour rien qu'on l'a légalisé. En ce moment, là, commander des champignons magiques au Québec, c'est comme une blague. Pas pour rien qu'il y a un magasin qui ouvre dans la rue. Tu peux commander en 1 minute sur Internet, ça va venir ici. Est-ce que c'est vraiment illégal? Oui, sur papier. De manière effective? Non. Je parlais l'autre fois de la tricherie dans les classes, dans les classes à l'école. Il y a une directive comme qu'on ne peut pas donner 0, ça a l'air, dans les classes aux élèves qui trichent avec ChatGPT. Ils font juste reprendre leur examen. Pourquoi tu tricherais pas? C'est plate ce que je veux dire, mais pourquoi tu tricherais pas s'il n'y a pas de conséquences? Essaye-le. Ouais. Au pire, ça marche pas, tu te fais prendre. Je suis désolé, t'as aucune conséquence, ben tu le refais. Pourquoi tu le ferais pas? Là, si tu fais de la fraude, au mieux, tu gagnes des milliers de dollars, t'escroques ça, tu te fais bien de l'argent. Au pire, tu ne tapes ses doigts. Qu'est-ce qui empêche les gens de frauder à nouveau? Honnêtement, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose. Puis c'est ça qui m'enrage de ces situations-là, parce que c'est pas vrai que c'est un crime pas de victime. Là. Tu fais des victimes, tu voles de l'argent, tu ruines une capacité financière de certaines personnes, de familles. Moi, je trouve que c'est un crime grave, la fraude. Ça se multiplie. Pourquoi personne... Tu sais, mettons, pourquoi tu frauderais pas sur Marketplace? Les enquêteurs vont à peine venir te vérifier. Tout le monde, ça le fait en masse. Je veux pas encourager les gens à frauder sur Marketplace, mais il n'y a pas de conséquences. Pourquoi? Il y a des gens qui se disent, je serais peut-être pas essayé, on me fera rien. C'est ça que je commence à trouver dommage. Là. C'est là, la fraude, au niveau où c'est répandu actuellement, à la fréquence que ça se passe, est-ce qu'on peut commencer à sévir plus? C'est une question que je pose comme ça. Tout savoir en 24 minutes. Autre dossier qui est en une Journal de Montréal sous la plume d'Éloïse Archambault, nos établissements de notre réseau de santé ont engendré un déficit en 2023 de plus d'1 milliard de dollars. Évidemment, ça impose un important trou financier qui est causé, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, en grande partie par l'embauche des coûteuses agences privées. Donc, le montant d'argent de plus d'1 milliard de dollars, ça représente 2,6% du budget total du réseau qui serait mis en partie pour l'embauche des agences coûteuses des agences privées. Là, il y a plusieurs CIS, donc les centres intégrés de santé et services sociaux, que seulement à eux, ils ont payé environ plus de 100 millions de dollars
par année. Là, on faisait vous irez voir dans le Journal de Montréal, là, les pires 6, c'est lesquels. Celui qui a dépensé le plus, c'est celui des Laurentides. Il y a 4 autres établissements qui ont franchi aussi le cap des 100 millions de dollars de déficit. Puis parmi les raisons qui expliquent ça, on dit oui, on a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ben, des infirmières, des préposés, des techniciens aussi. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le réseau. On a besoin d'aller en chercher au privé. Mais ça coûte cher. Pourquoi? Encore plus cher que les autres années d'avant? Ben parce que les taux horaires sont rendus plus chers. Ils augmentent de plus en plus. Puis, ce que plusieurs docteurs se sont levés, ont parlé avec la journaliste disant, ben ces agences-là privées, il faut se rappeler que sont bâties pour faire du profit. Ils sont pas là pour venir nous aider, même si oui, on les engage sous cette bannière-là. Quand on fait appel au privé, ben il y a toujours 10 ou 20% de profit qu'il faut qu'ils se fassent. Donc, on arrive à des déficits comme ça. Puis ça montre à quel point notre système est brisé, puis comment, comme contribuable, ben on paie encore plus, parce que je le rappelle, comme contribuable, comme citoyen, ben on paie pour notre système de santé, puis ben là, il manque de ressources dans notre système. Fait que le système va au privé chercher des ressources, mais qui nous coûtent plus cher, fait qu'on les paie. Je veux même pas savoir combien de fois on les paie, en fait. Quand on réussit à arriver à un docteur, là, quand on n'a pas de médecin de famille, ou même quand on a un médecin de famille, puis il est en vacances, puis on arrive finalement à avoir un rendez-vous, combien de fois on l'a payé? C'est un fameux rendez-vous-là. C'est une bonne question, écoute, sérieusement. C'est une bonne question, Florence. Parce que c'est surtout, tu sais, le rendez-vous de médecin, peut-être moins, mais tout dépend comment on répartit notre calcul. Là. On se comprend que c'est surtout aux urgences, c'est surtout dans le milieu hospitalier que cet argent-là va. Là. Si t'as pas été hospitalisé ou si t'as pas eu des tests, une batterie d'affaires à l'hôpital, peut-être moins ton cas. Mais ça reste que c'est de l'argent qu'on lance. Là, c'est, pour vrai, le système de santé, là, c'est comme... la fournaise du Titanic. Là. On est là, mais à la place des pelletés de charbon qu'on lance dans le feu, c'est de l'argent. On a des grosses piles là, de liasses de billets, puis allez, puis on les lance dans le gros four du système de santé pour que ça continue à aller. C'est un système qui vit en dévorant de l'argent. Là. On le jette dans le feu. On le jette dans le feu pour le garder allumé. On a comme pas d'autre moyen que ça fonctionne que de jeter de l'argent vite dans le système de santé en malade. Ça me fait rire parce qu'après ça, dès qu'il y a des comparatifs qu'on essaie de faire sur comment l'État québécois dépense, ben tu regardes le budget de la santé puis on part à rire. C'est tellement d'argent. C'est au-dessus de la moitié du budget genre de notre État au complet qui est lancé dans un système qu'on ne cesse de décrier comme pourri. C'est-tu décevant, ça? C'est décevant, tu payes le truc le plus cher, tu payes dans ton budget à toi puis c'est de la marde. C'est fou, là. C'est fou quand même ce qu'on fait. Puis je dis de la marde. Aucune insulte ici envers le personnel de la santé, les gens qui œuvrent dans le milieu, tout le monde fait de son mieux. Quand tu es pris en charge dans le système, nos services de santé sont fantastiques. Ça, c'est vrai, il faut le mentionner, on a des soins qui sont excellents, mais il faut se rendre. Puis c'est frustrant parce que quand tu n'as pas accès à ta première ligne, quand tu n'as pas accès à tes soins de base, puis tu regardes tout l'argent qui est engouffré, ben ça donne le goût de sacré, puis ça, je comprends. Tout savoir en 24 minutes. C'est une nouvelle que je trouve complètement hallucinante. J'ai vu ça ce matin sur mon fil d'actualité. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Des passagers canadiens qui étaient de retour d'un voyage au Portugal, ils revenaient de Lisbonne sur un vol d'Air Transat. Ben, ces passagers-là se sont retrouvés coincés durant plusieurs heures à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Pourquoi? Pas parce qu'il y a eu un problème avec l'avion. Ben parce que le pilote ne pouvait pas compléter le trajet jusqu'à Montréal parce qu'il avait atteint son maximum d'heures travaillées. Donc, l'avion a décollé de la capitale portugaise à Lisbonne peu avant 13 heures, puis devait arriver à Montréal vers 20h10. Puis, peu de temps après le décollage, c'est ce que des passagers ont confié au journal, le pilote nous a dit qu'elle allait être serrée avec ses heures travaillées. Le tableau d'indicateur a été changé de Montréal à Saint-Jean. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a dû avoir un petit détour. Quand l'avion est parti de Lisbonne, il a dû passer par Porto. Bref, il y avait des problèmes d'avion, donc l'avion a dû arrêter, a dû rester un peu en vol avant de faire son trajet à Montréal. Donc, il y a eu une petite diversion. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, ça a pris un peu de retard. Puis, on a dit, l'équipage, le pilote ont atteint leur maximum d'heures travaillées. Fait qu'on peut pas poursuivre le trajet jusqu'à Montréal. On regrette les inconvénients causés. On fait notre possible, mais on va devoir atterrir. Puis, l'avion a atterri à Saint-Jean.
Ils sont restés combien de temps, là? 10h30 minutes. 10h30 minutes sur le tarmac, là-bas? À attendre. Puis là-bas, il faut savoir qu'à Saint-Jean, il n'y a pas vraiment d'avions d'Air Transat qui vont à Terre-Neuve, à Saint-Jean, normalement, à cet aéroport-là. Il n'y avait pas d'autres équipages pour les prendre en charge? Il n'y avait pas vraiment d'autres équipages pour les faire débarquer, aller chercher leurs bagages, parce qu'il n'y avait pas de Thermac associé à Air Transat là-bas. Donc, on a dû débarquer les passagers après plusieurs heures, les faire récupérer leurs valises, prendre un avion d'Air Canada avec un équipage d'Air Canada, parce qu'eux font des vols Terre-Neuve-Montréal. Pas de bon sens, ben et là, voyons on les a fait ramener finalement par Air Canada à Montréal. Puis ce qu'on leur a dit, on est vraiment désolé. Puis on leur a remis des cartes cadeaux de 10 de Tim Hortons. De Tim Hortons! En guise de dédommagement. Je lisais ça ce matin, je me suis dit, c'est complètement fou. Mais voyons donc. Donc, 10 piastres de Tim! 10 piastres de Tim Hortons pour avoir attendu 10 heures de temps. Ça, là, ça, c'est fantastique. C'est inquiétant quand même. Tu reviens d'un voyage, puis là, tu comprends pas trop ce qui se passe, t'atterris. $1 par heure d'attente au Tim Hortons. Tu peux même pas te payer un trio rap matin du travailleur avec ça. J'aimerais vous dire qu'une boîte de 50 Timbits, c'est rendu 9,50. Fait que vous... 10 piastres de Tim! Non, c'est n'importe quoi. J'aurais reçu ça par la poste. Les mots que j'aurais employés pour répondre au service à la clientèle d'Air Transat, je ne peux pas les répéter en ondes. Me faire envoyer 10 piastres de carte cadeau de Tim, là, tu pourrais aussi me cracher dans la face. Ça fait à peu près le même effet. Pour vrai, cette histoire-là, je l'avais pas vu passer pas en tout. OK, c'est... Attends, il y a tellement de choses. Ça pose beaucoup de questions. Attends, il y a tellement de questions. OK, pour commencer... Que ton équipage soit aussi serré là, dans les temps qui sont censés être capables de mener en vol, à base, c'est préoccupant. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de complications. La météo est pas bonne à Montréal. Faut que tu fasses du surplace, tu fasses du survol. Peu importe le pépin qu'il y a, t'es supposé être capable au moins d'avoir une petite marge de manœuvre, là. C'est pas supposé être, OK, notre équipage, là, il leur reste... le vol, il est 7 heures, puis notre équipage, ils ont 7 heures et quart là, qui peuvent voler. Après ça, on peut plus. Puis cette règle-là est vraiment importante là, dans le transport aérien. Tu veux pas avoir un équipage complètement brûlé, des pilotes qui ont les 2 ans dans le même trou parce qu'ils dorment pas depuis 15 heures. Tu veux pas ça, là. Mais en même temps, je peux pas croire que là, on a mal géré nos horaires, on a un petit détour. OK, faut arrêter ici. On va aller faire une sieste à l'aéroport. On s'en va dans 10 heures, la gang. À un aéroport, il n'y a même pas de Thermac d'Air Transat. Mais c'est ça qui est fou, là. Ça se peut pas. Quelle mauvaise gestion. Puis là, en plein vol, là, puis là, c'est là que je me demande. De Saint-Jean à Montréal, c'est combien de temps de vol? Mettons, entre Saint-Jean et Montréal. C'est quand même regarder ça, Florence, parce que là, il n'y avait pas moyen juste d'étirer un peu. C'est une heure? C'est ça la grande question. C'est le détour qui a dû être fait par l'avion entre Lisbonne et Porto. T'sais, sur la carte, là, déjà là, c'est pas super loin en avion. Là. C'est comme à peu près un vol de même pas 1 heure. Fait que l'avion a pas fait une grosse diversion, comme tu le dis. Là. Elle a juste fait elle a fait une petite diversion, puis elle est arrivée vers Montréal. Donc, déjà, en décollant, ils ont averti les passagers, disant « Hey, là, on est vraiment serré dans les heures de vol. » Moi, c'est de 1, commençons, on communique ça avec les passagers. De 2, atterrir comme ça. T'sais, moi, j'aurais été super inquiète comme passagère. Y a-t-il quelque chose avec l'avion? Y a-t-il quelque chose de grave? T'sais? Voyons qu'un équipage peut pas dépasser leur heure de vol quand il y a eu un petit délai comme ça. T'sais. Mais c'est surtout, je veux dire, cette règle-là, elle existe pour une raison. Je suis super d'accord qu'elle existe. Mais là, c'est parce que si, à ce moment-là, t'es dans ce pépin-là, si te reste pas comme 4 heures de vol, là, si te reste comme 1 heure et demie. Non, mais tu poursuis, là, au pire. 2h45, Saint-Jean à Montréal. OK, c'est quand même long. Tu vois, c'est quand même long. Mais gestion d'horaire. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Mais surtout... On communique ça avec les passagers. Non, mais qu'est-ce que tu leur communiques, tu les amènes sur le tarmac, tu dis « Hey, on s'excuse, on a mal géré nos horaires, donc vous allez être en retard d'au moins... » Puis là, c'est 10 heures d'attente là, plus tes 2h45 de vol que ça te prend après, plus le niaisage à l'aéroport. Et là, t'as prévu ton voyage pour revenir, pour aller travailler, pour aller chercher tes enfants chez les grands-parents, pour... Puis tout ça, là, c'est bing, bang, non. Ça, c'est l'illustration même des problèmes qu'on a avec le système d'aviation. Au Canada, là, c'est comme un oligopole. Tu as des options super limitées. Les billets, ça coûte une maudite fortune d'avion dès qu'on veut en prendre. Puis surtout, on a beau essayer d'améliorer la charte des voyageurs puis les droits des voyageurs, on se fait
OK, quel terme je peux dire en radio? Qu'est-ce que je peux dire pour rester poli? Mais on se fait... on se fait saloper. Pour vrai, comme consommateur aérien, on se fait rentrer dedans, là, violemment, puis après ça, on te rote au visage un 10$ Tim Hortons. C'est pas assez pour un trio. Est-ce que sur le Thermac, il y en a qui ont dit « Vite, 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 courez au Tim Hortons, là, chercher 1, 2, 3, 4... une coupe de cartes cadeaux, là. Ah, on va leur donner ça, ils vont vont pas leur donner ça chialer. quand ils vont sortir. C'est dégueulasse. Quel service à la cliente. Pour vrai, si vous faites partie de ce vol-là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, portez toutes les plaintes que vous pouvez. Appelez-nous ici, envoyez-nous un message, studio@cube.radio. Je veux vous recevoir ici en ondes, je veux vous me parler. Amenez votre carte cadeau Tim Hortons. Hey, on va se manger. On peut-tu se prendre 2 beignes avec 2 beignes? Peut-être une boîte de Timbits pour un gros 10$. Hey, on va en jaser autour d'une boîte de Timbits. Comment vous vous sentez avec ça? Sérieux, là, pas de respect des compagnies aériennes. Ils te salopent comme ça, puis ils te rotent un 10$ Tim d'en face. Ouais, j'ai hâte de voir leurs explications. Tout savoir en 24 minutes. Est-ce que tu aimerais ça, Alexandre, te baigner dans la Seine? Non. Non, je te dirais nager à côté d'un rat puis d'un petit caca. Mettons, c'est des affaires que j'essaie d'éviter. Ben, les 2 épreuves de triathlon hier, tu en as parlé dans ton épisode mardi, qui était programmé, ont dû finalement être reportés à la journée d'aujourd'hui. Mercredi, là, on se demandait est-ce qu'ils vont pouvoir avoir lieu? Parce qu'on disait à une semaine des Jeux olympiques, finalement, la Seine est beaucoup trop polluée. On ne sait pas trop s'il va pouvoir avoir les épreuves ou quoi que ce soit. Finalement, dimanche, les athlètes de triathlon n'ont pas pu faire leur entraînement non plus dans l'eau parce que c'était trop pollué. Finalement, on disait « oui, mardi, il va pouvoir avoir l'épreuve de triathlon. » Finalement, non, trop pollué. On l'a reporté à mercredi. Et là, finalement, le comité d'organisation a dit « Bon, ça va pouvoir avoir lieu mercredi, aujourd'hui. » Mais écoute, moi, je trouve que c'est complètement fou. Hier, notre collègue qui est en ce moment à Paris, Jean-Nicolas Blanchet, nous apprenait qu'à une semaine des Jeux olympiques, quand on disait que finalement, c'était probablement correct, la pollution dans l'eau, que l'eau présentait un taux de coliformes fécaux 13 fois plus élevé que le fleuve Saint-Laurent. 13 fois plus de cacus que le fleuve Saint-Laurent. 13 fois plus. Donc, c'est 2 fois plus élevé que la norme maximale au Québec pour que ce soit sécuritaire d'y naviguer en pédalo. C'est ce qu'ils nous apprenaient hier. Fait que là, on dit finalement aux athlètes... Ça veut dire les athlètes du monde entier, Florence, chez vous. Tu dis, ça va être propre. On vous jure, ça va être propre. Puis là, pendant 2 jours, tu reportes les compétitions en disant, on vous laisserait pas naviguer en pédalo là-dessus, dans le fond, selon les normes de sécurité. Dimanche, non, mais mardi, oui. Jure, mardi, non, mais mercredi, oui. Entre hier et aujourd'hui, il y a quoi, monsieur l'organisateur, qui a changé? On vous jure, c'est propre, là, on vous le jure. Pour vrai, si j'étais un athlète là, aux Jeux olympiques qui devait faire ça, moi, je me suis déplacé, je me suis entraîné. Ton niveau de concentration est censé être à son maximum, le moins de facteurs. C'est des gens, des athlètes de ce niveau-là. Écoute, ils ont leur musique, ils ont leur routine, ils ont toutes leurs petites habitudes, leurs petites superstitions préparées pour le moment ultime dans lequel ils doivent compétitionner au maximum. Puis là, moi, excuse-moi, mais tout ce qui me trottera en tête, c'est « Oh, OK, est-ce que je vais attraper le typhus en allant me faire une petite saucette dans la Seine? Je vais-tu avaler un morceau de caca pendant que je nage? » Pour vrai, ce serait ma principale préoccupation. Petit fait historique que je trouve vraiment drôle parce que je lisais sur ce sujet-là aujourd'hui. Puis en France, il y a un musée des objets les plus fous dégueux qui ont été trouvés dans la Seine à travers les années. Puis selon l'UNESCO, au début des années 2000, le bassin de la Seine, représentait 40% de la production industrielle française et 60% de l'agriculture intensive. OK, en termes de produits qu'on y retrouvait, on retrouvait 40% de tout ce qui est manufacturé en France. Complètement dégueu. Puis selon l'UNESCO, au début des années 60, les scientifiques, et là au début des années 60, je le répète, les scientifiques ont établi que la Seine était presque biologiquement morte. Il restait seulement des brochets. Puis ce qu'on dit aussi, là-bas, c'est que même si vous pêchez des brochets dans la Seine, vous ne pouvez pas les manger, tellement que c'est complètement dégueu. Puis là, avant les Jeux olympiques, on a investi 1,4 milliard d'euros pour la rendre baignable. On en a dépensé de l'argent. Mais quand on parle que c'est depuis les années 1800 qu'on dit aux gens, vous baignez pas là-dedans. La baignade, il est interdite depuis 101 ans.
Ah non, Fait mais que comment- il y a quelque chose d'intéressant quand même dans l'idée, là. C'est Oui, on supposé être voulait- un leg à Paris, Oui. là. Maintenant, on peut pouvoir se baigner dans la Seine, on va vous dépolluer ça au maximum. Mais bravo, oui. Puis j'espère qu'ils vont continuer à faire des efforts pour la rendre baignable, là. D'assainir de l'eau, ça devrait être déjà un projet de société, là, tant qu'à moi, surtout dans une ville comme Paris. Hey, imagine, t'as un magnifique fleuve qui traverse ta ville, tu peux te baigner dedans, ce serait fantastique. Mais, c'est pas fait. Ça n'a pas marché. Là, tu dis aux athlètes du monde entier, t'as même pas de plan en arrière de dire, regarde, on va le faire dans la piscine, finalement, gang, c'est dégueulasse. Non, c'est la scène ou rien. On reporte l'épreuve. Pour vrai, être un athlète de compétition dans des conditions comme ça, je serais en joie le vert. Ben oui, surtout que ça avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, des athlètes qui publiaient des vidéos, des messages disant, tiens, on est inquiet, nous, on s'en va compétitionner là-bas, là, on n'est pas sûr du niveau de la pollution, si on va pouvoir vraiment compétitionner dans cette eau-là. Tu sais, on les comprend, là, comme tu dis, on se pratique pendant des années, on arrive finalement, puis on nous dit, ben tu pourras pas t'entraîner dans le bassin où tu vas faire ta compétition. Là, tu te prépares mentalement. Tu sais, tu manges la nourriture, tu te fais ce que tu as besoin de faire avant ta compétition. Oh non, finalement, c'est pas aujourd'hui. C'est peut-être demain. Puis comme tu dis, ben là, comment ça, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier? Vous avez fait quoi? Ben c'est ça. C'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ouais, on a lancé une coupe de puck de chlore là, dans la scène, puis on va espérer que ça le fasse. Pour vrai, c'est risible. Je sais pas, il y a rien qui va changer d'une journée à l'autre, puis ils essaient de faire croire ça aux athlètes. Ils doivent tous être là avec leur casse de bain en maillot, faire En même temps, ils n'ont pas le choix, c'est rendu là. Ben non, ils n'ont pas le choix, ils vont le faire. Ils ont fait ça, ils se sont entraînés toute leur vie pour le faire. Ils vont le faire. Mais c'est quand même une insulte pour tout le monde qui compétitionne là-dedans. Là. C'est une insulte. C'est un triathlon, là. Pense-y. Je sais pas, faudrait que je regarde, là, je sais pas si ou toi ou Jean-François, vous allez pouvoir me regarder ça durant l'émission, mais est-ce que la nage, c'est la dernière épreuve d'un triathlon? Je pense pas. Je pense Il me semble que c'est la première. C'est la première ou la deuxième? Hey, si c'est la première, là, pense-y. Tu sors, là, tu dois faire course et vélo de ton triathlon en sentant le vieux poisson mort du fond de la Seine, du caca de coliforme féco 14 fois trop élevé pour te promener en pédalo. Imagine, là, c'est pas ta dernière épreuve, là, tu sais. Tu sors de là, t'as juste le goût de prendre une douche, on se comprend-tu? Tu sens le vieux poisson pourri. La vieille merde, là, tu sens la vieille... Natation, cyclisme, course à pied. C'est ça, tu commences par l'eau. Imagine, t'es sur ton vélo, tu sens la charogne, t'es comme... C'est mieux de finir par ça, c'est vrai. Quand est-ce que ça finit? Mais t'es mieux de finir par ça, au moins quand tu sors, tu sais, tu prends ta médaille, tu vas sur le podium et sous une douche, là, tu sais, on te désinfecte en dessous du podium, quelque chose. Non, là, c'est... bonne chance, faut que tu cours, faut que tu fasses du cyclisme en sentant le vieux fond de poubelle. Je suis dégoûté. Bonne chance à tous les athlètes qui font le triathlon. Florence, merci.